Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro de Plot Reviews. 20 déjà. Bon, sans plus attendre, lançons-nous dans notre revue des nouveautés de cette première quinzaine du mois de novembre. Rencontre du troisième type sur TBS avec People of Earth. Ozzy Graham est un journaliste chargé d'enquêter sur un groupe de soutien aux personnes enlevées par les aliens. Un rêve récurrent vient hanter son sommeil. Il repasse en boucle dans ses rêves le moment où il a percuté un cerf avec sa voiture. Mais ce rêve ne cache-t-il pas son propre enlèvement? Une série plutôt étrange à l'image de ses thématiques, mais plutôt bien écrite et mise en scène. Au début, comme notre journaliste, on a l'impression d'avoir affaire à une bande de cinglés. Puis, en creusant, on se rend compte que l'histoire concorde et les éléments s'enchaînent jusqu'au twist final. Les personnages plutôt bien campés, bien interprétés et montrés avec beaucoup de tendresse. Mise en place efficace, humour utilisé à bon escient, personnage attachant, pour toutes ces raisons, on en redemande. Chasse aux sorcières sur IFC avec Stan Against Evil. Stan est shérif dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre connue pour avoir brûlé 171 sorcières. Depuis, tous les représentants de la loi de la ville sont maudits par les esprits des défuntes sorcières qui reviennent les hanter. Après avoir agressé l'une d'elles lors d'un enterrement, Stan est démis de ses fonctions. Et c'est au tour de Evie Barrett, sa successeur, d'être rattrapée par la malédiction. Une idée sympathique, un bon casting, mais ça ne fonctionne pas. Le rythme est mauvais, le maquillage des sorcières et les effets spéciaux sont à chier. C'est très mal joué. Pourtant, on a John McGinley, le Dr Cox de Scrubs. Mais il nous offre ici une performance pitoyable. Et l'histoire est nulle. Le seul point positif, ça ne dure que 20 minutes, je n'en aurais pas supporté davantage. Peinture, vol et pierres précieuses dans The Moonstone sur la BBC. La pierre de lune est un très gros diamant, incrusté dans une statue hindoue représentant la lune, volée par le colonel Horncastle durant la prise de Srirangapatna en 1799. À sa mort, Horncastle lègue le diamant à sa nièce, Miss Rachel Verinder. Selon son testament, il lui est remis le jour de son 18e anniversaire, mais à peine en sa possession que le diamant lui est volé durant son sommeil dans un tiroir de son cabinet hindou. La mini-série en 5 épisodes est l'adaptation du roman éponyme de Wilkie Collins, publié en 1868 et considéré comme étant le premier roman policier anglophone moderne. Si l'histoire va nous plonger dans un huis clos où tout le monde est suspect, à commencer par le sergent Cuff qui va mener l'enquête, notre pilote se concentre sur la présentation des personnages et leur possible motivation pour dérober la pierre précieuse. Miss Rachel elle-même, ainsi que sa mère, My Lady Verinder, ses deux cousins inspirants, Franklin Blake et Godfrey Applewhite, Rosanna Spearman, la femme de chambre au passé trouble, les invités de la fête d'anniversaire, ainsi que 3 mystérieux hindous qui rôdent autour du diamant. Une mise en place un peu longue pour une enquête qui ne débute qu'en épisode 2. Mais le roman étant un incontournable de la littérature policière, une adaptation qui peut valoir le coup d'œil. Devenez les grands du collège sur OCS. Ça y est, Hugo, Iles, Avril et Boogie entrent en 3e. Ce sont maintenant eux les grands. Et cette année, les choses vont changer. La preuve en est l'installation du distributeur de préservatifs dans les toilettes. Mais si leur voie semble tracée pour cette année, l'arrivée de MJ, la rebelle, va venir perturber tout ça. Après Irresponsable, OCS nous offre une nouvelle production maison de qualité. On évite le problème récurrent de la représentation du collège par la mise en avant des adultes et de leurs problèmes comme dans Sam pour vraiment se concentrer sur nos collégiens. La plupart des acteurs ont par ailleurs retravaillé les dialogues pour qu'ils sonnent plus actuels. On a droit à une série authentique. Gros point noir cependant, l'année scolaire s'écoule sur les 10 épisodes de la saison, ce qui est court. Gare donc aux ellipses. The Crown sur Netflix, ou les débuts de la reine Elisabeth II. Le roi George VI est bien plus malade qu'il ne veut le laisser paraître. Il commence à déléguer certaines tâches à sa fille Elisabeth, alors âgée de 25 ans, fraîchement mariée à Philip Mountbatten, à commencer par une tournée au Kenya, en Nouvelle-Zélande et en Australie afin de le représenter. La vie de la famille royale anglaise semble être à la mode ces jours-ci. Après la très drôle The Windsor au printemps dernier sur Channel 4 et Victoria sur ITV, voici The Crown. Notre premier épisode nous montre assez peu la future reine au final et préfère se concentrer sur la santé de George VI, ainsi que sur celle de Churchill. Ce, afin de mieux expliquer son ascension au trône à l'âge de 25 ans. Avec son casting impeccable et sa réalisation soignée, la série nous donne envie de voir comment cette jeune femme va devoir endosser des responsabilités à laquelle elle n'était pas encore préparée, vivant encore dans une bulle protectrice, et comment elle va devoir s'endurcir et faire preuve de fermeté face à Churchill, alors fraîchement réélu Premier ministre. À voir. La conquête sanglante du Canada sur Discovery Channel et Netflix, c'est Frontier. Au XVIIIe siècle, avant de devenir une nation, les terres canadiennes étaient sujettes à de nombreux conflits, principalement pour le contrôle du marché de la fourrure, qui trouvait généralement une issue violente. Première série qui ne soit pas un docu-fiction pour la chaîne Discovery Channel Canada. Nous allons suivre la dispute du territoire nord-américain et surtout de ses ressources à travers différents points de vue. Américains, anglais, français, écossais, natifs et j'en passe. Cette multiplicité nous permet d'avoir un tour d'horizon complet de la situation et des enjeux de chacun des camps. La série jongle entre les manœuvres diplomatiques et la violence du terrain. On est à mi-chemin entre Vikings et Game of Thrones, History Channel et HBO, bref, il y en a pour tous les goûts. Une première saison de seulement 5 épisodes, mais déjà renouvelée pour l'année prochaine, à voir.
Recrutement forcé de scientifiques au sortir de la guerre, c'est Close to the Enemy sur la BBC Two. 1946, Londres est ravagée par la guerre. Le capitaine Callum Ferguson se voit confier une mission diplomatique délicate. Au sortir de la guerre, les Britanniques ont fait venir de force toute personne allemande pouvant être d'un quelconque intérêt pour la nation. Il se doit de persuader un éminent scientifique et sa fille, venant d'être arrêtés, de collaborer avec les services secrets britanniques. Nouvelle mini-série en 7 épisodes pour la BBC Two, revenant sur une thématique peu exploitée dans les fictions, les services secrets au sortir de la guerre, ainsi que les prémices de la guerre froide avec la fuite des cerveaux. On appréciera le travail de reconstitution avec le Londres encore en ruine et l'ambiance de l'époque, la vie au cœur d'un grand hôtel londonien où vivent plusieurs personnes d'intérêt allemande. Mais un joli emballage ne fait pas tout. Beaucoup trop de digressions par rapport à notre sujet initial pour que l'on reste dans l'action. Enfin, la série est courte, le sujet intéressant, le casting bon, ça mérite certainement qu'on s'y attarde. Mecha à l'américaine, c'est Mech X-Force sur Disney XD. Ryan est un adolescent comme les autres. À un détail près, il a le pouvoir de commander les machines. Depuis qu'il commence à maîtriser cette capacité, certaines images commencent à lui venir en flash. Visions qui vont le conduire, lui et ses amis, à un robot géant que lui seul est capable de piloter. Et ça tombe bien, Bay City commence à être assailli par des monstres géants. On a droit ici à une série qui arrive à reprendre tous les codes des Power Rangers et des séries bien pensantes pour ados chez Disney, mais sans chercher un certain renouvellement. Du coup, on a droit à une série sans imagination, avec des personnages et situations clichés et prévisibles au possible. C'est dommage car visuellement c'est sympa, enfin, même si les monstres en 3D laissent un peu désirer, mais on peut anticiper chaque phase du scénario. Des soldats américains pas très bien intégrés dans My Mother and Other Strangers sur la BBC. 1943, à Loughness, au nord de l'Irlande. Les soldats américains viennent s'installer dans le village. Le jeune Francis Coyne est fasciné par ces aviateurs, mais leur venue n'est pas vue d'un très bon œil par les autres villageois. Surtout quand l'un d'entre eux commence à courtiser sa grande sœur. On a eu beaucoup de séries sur la Seconde Guerre mondiale, mais ici on s'éloigne du front ou du Blitz pour se plonger dans la campagne irlandaise. Les décors et l'ambiance sont superbement rendus, jusqu'aux accents à couper au couteau. L'histoire en elle-même est plutôt banale, un genre de West Side Story qui va couper court pendant la guerre, avec d'un côté les villageois et de l'autre les militaires, et au milieu un jeune couple, Emma et le lieutenant Barnhill, qui commencent à s'apprivoiser. Rien de bien original ici au final. Quand les Anglais s'essaient à la Black Sitcom, ça donne Sunny D sur la BBC Three. Dane est un trentenaire dont la vie n'a pas évolué comme il se figurait dans les années 90. Il a un travail qui l'ennuie, vit encore chez ses parents, à la merci de sa mère, ses tantes et sa sœur jumelle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son père. Toute la petite famille est réunie, l'occasion pour lui de se tourner en ridicule. Le Black Sitcom est un genre plus américain qu'anglais. Rare, à part The Foster des années 70 sur les productions britanniques du genre qui auront marqué les esprits. La BBC donne ici carte blanche au comédien de stand-up Dane Baptiste, qui va parodier les clichés de la culture afro-américaine. Ouverture à Cosby Show, faux clip de rap des années 90, pastis des Kardashians et j'en passe. Seulement, c'est mal exploité. À trop vouloir caser des références, il finit lui-même par tomber dans le cliché, que ce soit dans les personnages, les situations, les dialogues, etc. De bonne intention, mais un résultat plutôt décevant. La conquête de la planète rouge, c'est Mars sur National Geographic. 2033, Cap Canaveral. Le premier équipage international à destination de la planète Mars s'apprête à décoller. Nous avons droit ici à une série classique de National Geographic, avec une partie récit au cours de laquelle viennent s'intercaler des passages documentaires sur les avancées technologiques actuelles de la conquête spatiale. Seulement ici, pour la partie fiction, ils ont mis les petits plats dans les grands. Les décors sont très bien rendus, on est en tension permanente, ce qui fait qu'on ne va pas le temps passer. La réalisation est juste, sans exagération ni effet de caméra. C'est resté sobre pour nous laisser plonger dans l'histoire. Les acteurs sont bons, rien à redire. Sans être un incontournable du monde sériel, certainement indispensable pour quiconque s'intéresse quelque peu à la conquête spatiale. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reviews placée, on le sait déjà, sous le signe du retour des Gamer Girls. Sur ce, bon visionnage de série et bonjour chez vous.